Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Ils ne ressemblent à personne et tracent leur propre chemin. Eux, ce sont des inclassables, des gens plutôt hors normes. Leur vie, souvent radicale, ils l'ont façonnée comme bon leur semble, quitte à déranger ou à s'éloigner des autres. Alors qu'est-ce qui motive ceux qui n'entrent dans aucune case? Quel prix sont-ils prêts à payer pour leur liberté? Et que nous inspire-t-il? De la fascination ou du rejet? Regardez ce reportage de Bernard Novet, on en parle juste après. Du Pérou au Cap Nord, des Balkans au lac Salé de Bolivie, des sommets alpins au volcan islandais, Nuno Lavadino sillonne la planète depuis de nombreuses années. Une soif de liberté qui est née alors qu'il n'était qu'un enfant. J'ai eu vraiment la chance, je crois, d'avoir eu les premières années de mon enfance en Afrique. J'ai vécu en Afrique, ma mère était coopérante en Guinée-Bissau. Et j'ai fait mes 2 premières années d'école là-bas. Et je pense que, je ne crois pas que ce soit juste une idée comme ça d'une mémoire d'enfant. Je crois que c'était vraiment vrai. C'est qu'on avait vraiment une liberté qui était exceptionnelle. C'est-à-dire qu'au Portugal, on était déjà libre. Moi, je suis d'origine portugaise. Mais en Afrique, c'était encore autre chose. C'était vraiment, la liberté, c'était, voilà, on va pieds nus, à poil. Et puis, on se crame les pieds sous le goudron qui est en train de fondre. Et avec les copains, on est en quête d'aventure, quoi. C'est ça. Plantain, c'est une plante qui aime beaucoup se faire piétiner, on voit là, ici. Donc on va trouver ça sous les sentiers, tout ça, c'est quelque chose qui aime bien se faire écraser. T'en veux un? Désolé, vous n'avez pas raison, ça. Ouh, c'est bon ça, hein? Oui, c'est là pour moi. C'est un petit goût de champignon, c'est génial. Je dirais que je suis un expérimentateur, c'est-à-dire quelqu'un qui tente de toutes circonstances s'enrichir d'une expérience. Ça, c'est vraiment le fondement de ma vie, c'est ce que j'essaie de faire à chaque, on va dire, tous les jours en tout cas, j'essaye d'avoir, à la fin de la journée, que j'arrive à me dire, tiens, si je dois me retourner en arrière, ouais, aujourd'hui, j'ai encore réussi à expérimenter quelque chose de neuf. Ça, c'est du bon-henri, c'est chenopode bon-henri, c'est l'épinard sauvage. Voilà, donc ça, c'est dans les plantes alpestres, c'est vraiment, ça a de la consistance, donc c'est un petit peu de la matière, comparé à pas mal des petites fleurs. Donc là, on a un petit peu à manger. Donc quand on trouve ça, on est content. Vivre en pleine nature, c'est le quotidien de Nuno, qu'il parcourt la Mongolie à vélo ou s'offre plus simplement quelques jours en autonomie sur les pentes du Jura. Ramasser de quoi se faire un repas le soir venu, laisser le hasard guider ses pas et simplement trouver l'endroit idéal pour passer la nuit, c'est pour lui se mettre au diapason de ses envies et s'extraire des contingences du monde moderne. Une certaine idée de l'existence. C'est des choix, hein, c'est des choix de vie. Hein, ça veut dire, en particulier, pas de famille, pas vraiment non plus d'attache, au sens, on ne peut pas avoir de bien quand on a ce genre de mode de vie. Donc c'est vraiment, on limite toutes les charges pour vraiment pouvoir ensuite expérimenter vraiment, quoi. C'est vraiment ça mon mode fonctionnel. Mon mode de fonctionnement, c'est vraiment celui-là, quoi. Malgré les apparences, Nuno n'est pas un rebelle, loin de là. Gardien de piscine en été, informaticien ou accompagnateur en montagne, il travaille, juste ce qu'il faut pour financer le prochain voyage et paye ses impôts comme tout le monde. Mais ce qui le nourrit vraiment, c'est cette liberté absolue qui s'affranchit des normes sociales qui sont le quotidien de la majorité d'entre nous. Je pense que c'est un cadrage. Et au fait, elles nous mettent dans une espèce de boîte cadrée. Quand on se lance dans un projet qui va au-delà de quelques semaines, on n'est pas capable de planifier. Et donc, ça nous sort complètement du cadre habituel. C'est-à-dire que dans la vie habituelle, on a des rendez-vous, on a des horaires à tenir. Lorsque vous partez au-delà d'une semaine ou 2 ou 3, ça ne sert à rien de planifier puisque la vie va faire que le chemin va être tel que c'est implanifiable. Et c'est là, à mon sens, que ça prend toute la fraîcheur et toute la saveur. C'est-à-dire que là, on peut réellement expérimenter ce que j'appelle moi la providence. La providence, c'est comme ici, voilà, on est venu dans un cadre, on ne savait pas ce qu'il allait y avoir, et on a ça. Voilà, on a ce cadre. C'est calme. Luxe, calme et volupté. Une vie en communion avec la nature, loin des bouchons et des horaires des pendulaires.
loin de ces codes qui définissent la société. Installé à Paris depuis une vingtaine d'années, l'artiste Jean-Luc Vernat a lui aussi inventé son propre chemin pour s'affranchir des blessures du passé et trouver son équilibre. Je voulais savoir si j'étais aussi laid que ça. Je voulais savoir si j'étais aussi bon à rien que ça, ou plutôt mauvais à tout, puisque c'était le leitmotiv de ma chère mère. Je voulais savoir quelle serait ma place dans la société. Je voulais savoir si les choses qui me traversaient étaient aussi négatives et aussi toxiques que ce qu'on m'avait mis en tête depuis mon enfance. Donc voilà. Dessinateur et sculpteur exposés dans les plus grands musées et dans les galeries qui comptent, mais aussi chorégraphe, danseur, comédien, conférencier, Jean-Luc Vernat est un artiste reconnu, polymorphe, au parcours puissant, original et éclectique. Pourtant, lui ne se considère pas non plus comme détaché de toute norme sociale. Moi, je travaille pour gagner ma vie aussi. Je gagne de l'argent, je paye mes impôts. J'ai une reconnaissance sociale pour ce que je fais. Pour moi, c'est très normal. Voilà. Après, il y a des gens qui préfèrent une vie qu'on pourrait qualifier de plus ordinaire et qui sont bien et qui sont heureux comme ça. Et c'est très bien pour eux. Il n'y a pas un modèle de vie meilleur que l'autre. Le meilleur modèle de vie, c'est celui dans lequel on est le moins inconfortable possible. Au cours de son parcours, Jean-Luc Vernat s'est souvent confronté aux préjugés des autres, y compris d'ailleurs jusque dans les milieux artistiques qu'il fréquente. Les gens sont traversés aussi par tout un tas de préjugés. Voilà, donc quelquefois les gens peuvent avoir peur de ce qu'ils croient que je représente, par exemple. S'ils lisent un vieil article où on me présente comme un grand punk destroy et romantique, ils n'ont peut-être pas envie d'un punk destroy et romantique. Voilà, et je les comprends. S'ils n'ont pas la curiosité d'approcher ce que je suis et ce que je fais plus, bah, peut-être que il y a deux perdants dans l'histoire. Voilà. Ça a l'air pas mal. Après la pandémie qui a freiné ses voyages, Nuno Lavadino compte retrouver bientôt sa liberté, prêt à lever l'ancre pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. En voyageant, je rencontre des gens qui me parlent de projets qu'eux-mêmes ont fait ou qui ont entendu. Chaque fois, ils me disent « Ah, mais t'es pas allé là ?» Bon. Et en général, ça me plante une petite semence. Cette semence, je la laisse dans un coin. En général, des fois, je fais des listes, des fois pas. Puis à un moment, il est mûr. Et quand il est mûr, vite, tiens, c'est là et j'y vais, quoi. Et à ce moment-là, oui, le projet, il est suffisamment mûr pour chercher un budget, planifier quelque chose, d'assez sommaire en général. Et puis après, c'est l'aventure. Puis c'est avec ça qu'on commence à faire après des listes conséquentes de projets, quoi. Au programme cet automne, l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie, accompagné d'un aventurier rencontré au hasard des routes et qui, lui, fait le tour à pied tout simplement des sommets les plus hauts des 5 continents. Métro, boulot, dodo, la vie comme tout le monde, ça n'est pas pour demain. La vie comme tout le monde, non. Je ne l'ai jamais eu et je l'aurai jamais, c'est sûr. Ça vous manquera pas? Je ne saurais pas. Je ne pourrais pas le dire puisque, en tout cas, je pense que je vais pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Une fois qu'on a obtenu cette indépendance-là, on peut pas revenir à un cadre, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Pour Jean-Luc Vernat, le défi, aujourd'hui comme hier, reste foncièrement le même. Il faut rester actif, visible, présent dans le milieu pour pouvoir vivre pleinement de son art. Le succès, quel qu'il soit, c'est comme bâtir une maison sur des nuages. Un coup de vent et tout s'en va. Et moi, je ne travaille pas pour la postérité. Moi, je travaille pour être reconnu de mon vivant. Ce que je suis, mais peut-être, ça peut toujours être mieux. Ça peut toujours être bien mieux. J'ai commencé à jouer au théâtre. Je veux jouer plus.
J'ai fait un rôle au cinéma, je veux jouer plus. Là, je sors un disque bientôt, je veux chanter plus. Je veux faire plus, je veux exister plus. À 55 ans passés, Jean-Luc Vernat a le regard résolument tourné vers l'avenir, avec toujours ce même besoin de créer. Même si, peu à peu, la vieillesse se rapproche, et avec elle, sans doute, les inévitables adaptations à cette autre réalité. Sur ce point-là, c'est sûr, nous sommes tous logés à la même enseigne. Bien sûr, la vieillesse, c'est deux choses. C'est d'abord atroce, et en même temps, c'est un privilège. Quand on a des amis qui sont morts bien plus jeunes que soi, c'est un privilège, et c'est un luxe. Mais comme tous les luxes, ça se paye au prix fort. Donc, moi, j'essaye pas d'avoir l'air d'avoir 35 ans. Je trouve que c'est puéril, vraiment puéril, et c'est perdu d'avance, et c'est dérisoire. Non, j'essaie d'accompagner la vieillesse. Et puis surtout, j'essaie de travailler jusqu'au bout. Sur scène, par exemple, quand je chante, je danse moins qu'avant, en même temps que je chante, parce que j'ai moins de souffle. Voilà. Mais vous n'imaginez pas prendre votre retraite, vous allez travailler jusqu'au bout. Je prendrai ma retraite de professeur dans 10 ans. Ça me suffira. Après, la retraite pour un artiste, ça sent le sapin. Bonjour Michel Faucheux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des idées, vous êtes beaucoup intéressé à des figures hors du commun qui ont parfois marqué l'histoire. Une question avant d'entrer dans le fond de notre conversation sur les images qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré ? Elles m'inspirent la volonté de certains de vivre intensément, d'exister. C'est-à-dire de ne pas, au fond, dilapider leur vie dans une quotidienneté qui confine à la monotonie, mais, comme d'ailleurs c'est suggéré par l'un des témoins, de vivre sous le registre de l'intensité. Bref, sentir cette densité de l'existence qui fait que notre rapport au monde se trouve densifié, valorisé, je dirais même poétisé. Bonjour Pierre-André Baud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une figure de la culture alternative en Suisse romande et plus particulièrement à Genève, parce que c'est sur la scène du théâtre de l'Usine à Genève que vous avez créé votre double, votre alter ego féminin, Greta Gratos. On va reparler de Greta Gratos, mais vous aussi, j'aimerais avoir votre réaction. Alors, c'était plutôt au zoo qu'au théâtre de l'Usine, mais ça reste à l'Usine. C'est toujours l'Usine, oui, et on est assez mélangés. Mais sur les images, sur les deux témoignages qu'on vient d'avoir. Je suis très touché d'une part par Jean-Luc Vernat, parce que je le connais depuis des années, et il y a cette espèce d'aspect comme ça, en effet, qui peut être un repoussoir, mais qui laisse approcher par contre, et qui le laisse aussi lui approcher des personnes qui l'intéressent. Et puis, en effet, il y a quelque chose de dense, de ne pas faire moins. Je veux dire, comme je veux plus. Et chez Nuno, un peu la même chose, au fond. Je veux moins et je veux plus à un autre endroit, sans particulièrement fuir le monde, ni chez l'un ni chez l'autre, mais en créant un particulier. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes, Michel Faucheux, à avoir cette envie-là de s'expérimenter soi-même, pour reprendre les mots de Nuno Lavadino dans le sujet, ou presque à sortir des sentiers battus comme ça? Oui, qui est une belle expression, s'expérimenter, qui moi me fait penser à la phrase de Montaigne, au verbe de Montaigne, s'essayer, lorsqu'il écrit les essais. Mais parce que je pense que nous vivons non pas le temps de Montaigne, même si c'est un temps de crise, celui du XVIe, mais nous vivons un temps, au fond, où le sens de notre existence se retrouve mis en question. Les sociétés qui constituent le cadre de nos vies se trouvent mises en cause par les crises que nous traversons, le Covid, les crises dont nous savons bien que nous allons traverser, les crises écologiques, à quoi il faut ajouter crise économique, etc. Bref, il y a une mise en cause du cadre social qui nous fournissait une signification. Et à partir de là, certaines des personnes ne se contentent pas du cadre d'existence sociale,
que l'on nous fournit, mais veulent précisément réinventer un mode d'existence, un rapport au monde qui soit plus vrai, plus fort, plus dense, qu'il s'agisse alors de voyager et d'expérimenter un rapport, je dirais, de proximité, de lien, de relation avec tous les existants de la nature, ou qu'il s'agisse de faire de sa vie un poème d'existence, ou de faire de sa vie une œuvre d'art. Voilà. Une œuvre d'art, je me tourne vers vous, Pierre-André Baud, parce que votre œuvre d'art, l'une de vos œuvres d'art, c'est Greta Gratos, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, et dont on voit quelques images qui vont passer pendant qu'on discute. Racontez-nous justement comment est née Greta Gratos, de quoi est née Greta Gratos. Elle est née de manière assez étrange et que je n'avais absolument pas prévue. Il y a une fête que j'organisais qui s'appelle le thé dansant, avec un thé majuscule, où on ne boit pas de thé d'ailleurs, il n'y en a pas, et où on ne danse pas que du cha-cha et de la valse. Déjà, il y avait une petite déviance. Et puis, il se trouve qu'il y a à chaque fois une thématique. Cette thématique-là, c'était le bal des sorcières. Les sorciers me répugnent, pour être clair, cette masculinité. Et je me suis dit, ok, essayons sorcière. Je ne l'avais jamais fait. Donc, un maquilleur qui travaillait chez vous d'ailleurs a créé le visage de Greta. Je lui avais demandé juste une bouche et un regard pour qu'il n'y ait que ça et ça qui soient vraiment existants. Et puis, au fur et à mesure, je suis monté dans la salle où avait lieu la fête. Et puis un enfant m'a demandé comment je m'appelais. Je lui ai répondu Greta Gratos. Et un autre enfant m'a demandé mais c'est quoi ton métier? J'ai dit pétasse cosmique. Et en fait, c'est toujours comme ça dans ma vie. Ce n'est pas moi qui prends les choses me prennent et moi j'en fais quelque chose. Mais c'est comme si le sens me précédait. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la quête de sens derrière cette créature-là? Oui, mais je crois que c'est le sens qui me cherche en fait. Et je me laisse faire assez volontiers. Et voilà, la créature qui ne devait être juste une figure éphémère de sorcière, est devenue une sorte d'alter ego et est devenue aussi mon plus bel outil. Du coup, je lui ai cédé toute ma partition artistique et j'avais gardé l'actorat puisque je suis aussi acteur et ça, elle me l'a aussi piqué par moments. Tracer un chemin hors des sentiers battus, poétiser sa vie, son corps, trouver du sens. Michel Faucheux, j'ai l'impression que c'est des questions ou des envies qui nous taraudent tous. Alors, au fond, qu'est-ce qui différencie quelqu'un comme Jean-Luc Vernat de moi? Est-ce qu'on n'a pas tous, au fond de nous, ces désirs-là? Si, je pense que cette volonté, au fond, comme vous disiez, de se laisser faire par l'imprévu, ou plutôt de se laisser guider par lui, ou d'accueillir l'imprévu, d'avoir cette disponibilité à l'imprévu qui fait que notre vie se métamorphose en aventure et sort de la routine quotidienne, sociale, où elle est précisément maintenue. Je pense que nous avons tous ce désir-là. Encore faut-il avoir, la force, le courage, le désir, je ne sais pas quels sont les mots qu'il faudrait utiliser pour accueillir au fond accueillir l'imprévu, accueillir le don de l'existence. L'existence est généreuse, encore faut-il avoir la capacité, l'ouverture pour accueillir cette générosité. Et ça... Pourquoi on ne l'a pas tous? Mais parce que je pense que nous avons tous des contraintes différentes, des envies différentes, des situations sociales aussi différentes, des possibilités. Et je ne parle pas simplement de possibilités individuelles, mais des possibilités sociales. Et puis je pense qu'il y a, ce que vous disiez, l'imprévu. Il faut savoir, non pas refuser, mais accueillir l'imprévu. Et ça, je pense, nous tous, parce que précisément nous existons, nous avons cette capacité à accueillir ou à rejeter l'imprévu. Mais accueillir l'imprévu, c'est se laisser porter, se laisser aller et, je dirais, se laisser guider par l'aventure avec la dimension d'imprévisibilité, de mystère, d'inconnu que cela implique. Et tout le monde n'est pas prêt à aller jusqu'à l'inconnu. Rimbaud écrivait « car il arrive à l'inconnu », mais tout le monde n'est pas prêt à accueillir l'inconnu, surtout dans une société qui fait tout pour le réfuter. Il y a un prix à payer, Pierre-André Baud, pour Greta Gratos? Ça dépend
Ça dépend de ce qu'on entend par prix à payer. Je me rappelle dans une de mes résidences, quand j'étais en Alsace, de la question d'un élève pendant qu'on faisait une visite guidée et qui me disait « Mais est-ce qu'on peut vivre de ce qu'on aime ?» en parlant de démarche artistique. Je disais, ça dépend de ce que tu désires. Si tu veux la voiture de luxe avec tout ce qui va avec et des choses, il va falloir que tu fasses des concessions artistiquement. Par contre, si tu n'es pas particulièrement consumériste, oui, c'est possible. Et puis, en Suisse, on a aussi une chance, socialement parlant, c'est que même quand on n'a plus de moyens de subsistance, il y a une assistance publique dont les gens ont honte et qui en fait est un droit. Donc le prix à payer, non, je n'ai pas l'impression de payer un prix de ma liberté. Je ne fais que des projets que j'aime. En même temps, les metteurs en scène qui me contactent en général sont des gens qui ont des projets aussi un peu hors normes. Que ça aille du plus classique comme La mort de Pompée à des textes très contemporains. Et puis, j'ai un début d'histoire, en fait, où, quand je parle d'accident, c'est vraiment ça qui se passe dans ma vie. Au début, un début d'histoire, vous voulez dire de l'enfance ? Un début d'histoire humaine, oui, bien sûr, avec l'enfance, où je me souviens que pour moi, l'univers, c'était ma chambre. Et je n'avais aucune intention ni de sortir, ni de faire quoi que ce soit de public. Et je me souviens de ma mère qui venait dans ma chambre me dire « Pierre-André, il faut que tu sortes ». Et je disais « Pourquoi ?» Pour prendre l'air. Je disais « Alors, je peux aller sur le balcon ?» Elle me disait « Non ». Je disais « Pourquoi ?» Parce qu'il faut que tu joues avec les autres enfants. Et là, je descendais et il jouait par exemple au ballon prisonnier. J'ai très vite compris que pour qu'on me laisse tranquille, il fallait que j'aille en prison. Et donc, je jouais mal pour être très vite écarté du jeu. Et ensuite, je jouais tellement mal que plus personne ne me voulait dans son équipe, donc je pouvais rentrer chez moi en demandant est-ce que j'ai assez joué avec les autres enfants. Et pour moi, c'est plutôt l'acquisition du monde qui a été lente que mon univers personnel. J'étais très bien dans ma chambre, je créais tous mes univers, j'étais parfaitement bien. Les autres, Michel Faucheux, qu'est-ce qui se joue dans ce regard qu'on pose, que la société pose, que la majorité pose sur ceux qui dévient, qui sont hors normes, hors du commun ? Je pense que c'est un regard, si je me situe dans le monde présent, c'est un regard qui est peut-être double. Je veux dire, d'un côté, l'autre, lorsqu'il est vraiment différent, il fait peur, on le met à distance, on le rejette hors de sa vue. Bien. Et ça, je dirais, c'est assez classique comme réaction. Mais en même temps, ce diagnostic que je faisais tout à l'heure sur le fait que le sens que nous donne la société, il est largement mis en cause. On voit bien que cet univers numérisé, où nous sommes robotisés par une technologie de plus en plus présente, il nous enlève à nous-mêmes, il nous ôte de notre existence. À partir de là, je pense que pour beaucoup, il y a un regard intéressé pour ces trajectoires de vie qui précisément sont empreintes de vérité. Empreintes de vérité parce que, comme disait Nuno, elles essaient d'expérimenter l'existence, de donner une densité à la vie que précisément notre quotidien nous enlève. Donc je pense que voilà, c'est un regard double. Réaction immédiate, refus, peur, d'accord. C'est pas pour moi. Moi, le cadre, parce que le cadre social, il est rassurant, bien sûr. Et en même temps, il y a un regard, peut-être de biais, intéressé. Ah ouais, quand même, ce qu'ils font là, mais pourquoi ils le font ? Et ça, est-ce que ça n'aurait pas du sens ? Et qu'est-ce qu'ils cherchent là dans leur vie ? Il n'y aurait pas quelque chose à chercher qui me concernerait moi aussi ? Et je pense que voilà. C'est peut-être ce regard double qui est en train de se poser, qui donne aussi espoir sur notre monde et qui renvoie aussi au fait que l'art est toujours en avant et nous guide et que les personnes qui vivent leur vie comme objet poétique, comme poétique du vivant, eh bien, nous guident, nous enseignent, nous ouvrent un horizon qui sans doute fascine beaucoup. Mais Michel Faucheux, ça veut dire que si je comprends bien vos propos, ça veut dire que les individus qui composent la majorité se mentiraient à eux-mêmes ?
mais je pense que tout est fait pour nous mentir à nous-mêmes. Hein. Quand la société numérique nous propose de nous donner des avatars, quoi de plus mensonger que les avatars, sans doute, je dirais, que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Hein. Des avatars qui sont à nos avantages, sans doute, mais qui sont mensongers par excellence. Je pense que, oui, la société numérisée à bien des égards nous prive de notre vérité et que ces quêteurs de vérité qui sont aussi des quêteurs d'existence nous ouvrent des horizons. Greta Gratos est née il y a 27 ans, Pierre-André Baud. Est-ce qu'aujourd'hui, la société, selon vous, est plus normée qu'à l'époque? Est-ce que c'est plus dur de créer une Greta Gratos aujourd'hui ou est-ce que c'est moins dur? C'est très, 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 très différent. Je veux dire, on était dans des années où on parlait de métissage, tout était métissage, tout était culture, alors qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de très segmenté, de très compartimenté. Donc, c'est ni plus dur, ni plus facile, c'est très différent. Mais moi, ce qui me frappe, et là où j'avais envie de rebondir, c'est comme une acquisition de liberté. On parle beaucoup de liberté ces temps, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'une liberté extérieure. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai acquis à travers des rencontres aussi, hein, parce que j'étais très fermé et limite autiste, donc ça ne marchait pas du tout chez moi. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'au fond, ça m'était complètement égal. Qu'on aime ou non ce que je fais, qu'on apprécie ou non qui je suis, et ce que je représente ou pas. Et que j'ai été beaucoup humilié quand j'étais enfant, hein, parce que j'étais une espèce de petite poupée chinoise, et puis j'étais très facile à effrayer, et du coup ça se voyait. Et l'école, ça m'allait très bien, parce que je pouvais bricoler dans mon pupitre, mais par contre la récréation pour moi c'était un calvaire. L'aller à l'école et surtout le revenir de l'école, où j'avais l'impression qu'on m'attendrait toujours pour un guet-apens. Et puis un jour, j'ai décidé que plus personne ne se permettrait de m'humilier. Ouais, c'est ça. Je crois que si je puis rebondir à mon tour, je pense qu'en effet, comme vous dites, Michel Faucheux. la vraie liberté, elle est intérieure. Elle commence par une conversion intérieure. Et je pense que c'est ça la vraie liberté. Et dans cette conversion, on mesure, on fait l'expérience physique et spirituelle à la fois de l'existence. Merci à vous deux pour cette Merci. magnifique conversation. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.